Bonjour et bienvenue. Nous ouvrons aujourd'hui la dernière séance de ce séminaire. Nous clôturons ce soir un séminaire de 10 séances consacrées aux relations entre les soins, la nature et le patrimoine. Il a été préparé par Loïs Giraud pour la chaire de philosophie à l'hôpital et animé en majorité par le docteur Simona Spada de l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne qui m'accompagne ce soir. C'est une co-organisation, le fil rouge de l'activité de l'antenne de la chaire de philosophie à l'EPSMD de l'Aisne. Je m'appelle Charlie Marquis et je me permets de vous souhaiter à nouveau la bienvenue de la part de nos deux structures. Nous avons ouvert ce séminaire en septembre dernier avec Catherine et Raphaël Larère. Nous le terminons ce soir avec Pauline Londex et Pierre-André Juvin. Avant de laisser la parole à nos invités, je tenais à rappeler notre processus de réflexion sur ce séminaire. Depuis septembre, nous sommes passés par 3 phases. La première, fin 2022, nous a permis de nous interroger sur nos pratiques et nos représentations en matière de soins, de nature et de patrimoine. Nous avons essayé de poser ensemble un cadre commun de leurs relations et de leurs interdépendances. La seconde partie, cet hiver, est revenue sur l'expérience de ces interdépendances, quand on parle de prendre soin, et notamment dans les établissements de santé. Nous avons cherché à nous inspirer d'un autre rapport à la nature et au patrimoine, pour que le sujet prenne soin de son environnement, mais aussi pour que l'environnement prenne soin du sujet, du groupe, de l'institution, etc. La troisième et dernière partie de notre séminaire, enfin, ce printemps et ce début d'été, vise à concrétiser ces réflexions, tenir compte de l'urgence écologique et replacer le soin au cœur du contrat social de notre société. Pour rappel, les enregistrements des précédentes séances sont accessibles en ligne sur le site de la chaire de philosophie à l'hôpital. Cette dernière séance, ce soir, est une clôture autant qu'une ouverture. Nous allons aborder la perspective des communs. Quand on parle de soins, de nature et de patrimoine, où se place le bien commun? Comment le penser, le partager? La perspective des communs envisage de renouveler les modes de participation et d'usage des ressources, matérielles et immatérielles. On peut s'autoriser à imaginer d'autres modèles d'organisation, de gouvernance, notamment plus participatifs, plus transparents. Pour discuter de cela, je laisse la parole au docteur Simona Spada pour nous présenter nos deux invités. Et suite à cette table ronde, nous prendrons vos questions par écrit pour échanger collectivement. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes ici pour le dixième séminaire Nature, Soins et Patrimoine que notre établissement de santé mentale de l'Aisne organise avec la chaire de philosophie à Paris, GHU Paris Neurosciences. Et donc, dont le thème aujourd'hui, c'est la perspective des communs, je crois. Nous avons l'intervention de Pierre-André Juvin, qui est sociologue et qui est chargé de recherche au Centre national de recherche CNRS. Et aussi, ce qui me semble important, il fait partie aussi du Centre de recherche médecine, sciences, santé et société, CRMES3. Et il travaille sur la réflexion sur la crise de l'hôpital public, les politiques de santé et sur les prix des innovations thérapeutiques contre le cancer. Il est également adjoint au maire de Grenoble et s'intéresse aux politiques de santé et environnement. Donc, il a publié plusieurs livres, articles, Une santé qui compte, les coûts et les tarifs controversés de l'hôpital public, aux presses universitaires de France en 2016, les politiques de lutte contre le cancer en France avec Patrick Castel et Audrey Vézian, aux presses de l'EHESP 2019, c'est l'École des hautes études de santé publique. Il est également l'auteur de La casse du siècle à propos des réformes de l'hôpital public avec Frédéric Pierru et Fanny Vincent en 2019.
On aura aussi l'intervention de Madame Pauline Londex, ancienne vice-présidente d'ACT UP Paris. Elle a cofondé avec Jérôme Martin l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament en juin 2019. Et comme chercheuse, elle s'intéresse aussi aux politiques d'innovation, de production et de financement des produits pharmaceutiques. Donc, je laisse la parole aux deux intervenants et on pourra ensuite faire des commentaires et poser nos questions. Voilà, donc la parole, c'est à Pierre-André Juvin. Oui, et merci beaucoup pour cette invitation et merci à toutes et tous pour votre présence. Alors, l'idée était effectivement de commencer cette séance par un point d'introduction autour de la notion de commun, en allant dans un premier temps au-delà des questions de santé, parce que c'est un concept et un champ qui a une histoire à la fois intellectuelle, politique, militante, riche, et c'est quelque chose que par ailleurs on a eu l'occasion de croiser avec des collègues. Donc pour commencer, bien dire que c'est un concept et un sujet qui a été travaillé par des chercheurs et des chercheuses de très grande qualité. Et donc, pour aller plus loin sur ce sujet, il faut évidemment, si on en trouve le temps, lire leurs travaux. Alors, il y a évidemment le travail d'Elinor Ostrom qui fait référence sur le sujet. Et en France, on a eu quand même depuis plusieurs années un regain d'intérêt assez marqué dans le champ des sciences humaines et sociales et des sciences économiques pour ce sujet. Notamment, il y a eu le livre de Pierre Dardot et Christian Laval, qui est une somme assez conséquente sur le sujet. Le travail de Benjamin Coria et de tout un ensemble de collègues aussi, qui est vraiment une référence sur ces enjeux, d'autant plus que c'est pas seulement des travaux qui vont traiter de théorie autour des politiques des communs, mais qui vont bien aller s'appuyer sur des exemples empiriques et sur des expériences qui montrent à la fois ce que sont les communs, ce qu'ils ne sont pas, les tensions qu'ils génèrent, les oppositions aussi, et les résistances qu'ils peuvent susciter, et notamment dans le domaine de la santé, où on trouve aussi beaucoup de travaux extrêmement riches sur ces questions, ceux de Fabienne Horty, par exemple, qui est économiste, ceux de Maurice Cassier, qui fait référence aussi en la matière et qui est lui aussi chercheur au CERMES 3. Et puis, il y a aussi beaucoup de réflexions et de travaux qui sont portés dans un cadre moins académique au sens strict, mais qui sont aussi très riches et importantes. Celle de Gaël Corian récemment, qui a publié un ouvrage sur ces questions, et on ne peut mieux réaliser un séminaire, ceux de Pauline et de Jérôme Martin aussi, dans le cadre du travail qu'ils font pour l'Observatoire de la transparence du médicament. Un point qui est intéressant, je m'étends pas forcément énormément sur cette question-là, mais c'est de voir à la fois le fait que dans le champ militant et dans le champ académique, on trouve une réflexion assez renouvelée et assez vive ces dernières années autour des communs, et j'y reviendrai parce que un contexte qui rend ça possible et qui rend ça même nécessaire. Mais il y a aussi un lien très fort, donc justement, entre des travaux militants et des travaux plus académiques, qui rendent toutes ces réflexions à la fois extrêmement concrètes et extrêmement fertiles politiquement, en termes d'horizon et de perspective pour la suite. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste des communs, je le dis tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de malentendus, mais néanmoins, c'est quelque chose que nous avons travaillé avec deux co-auteurs, Jean-Paul Godillère et Caroline Isambert, dans le cadre d'un ouvrage publié en 2021 à la Découverte, donc Pandémopolitique, réinventer la santé en commun, qui était un livre qui est un livre qui, à partir des sciences sociales de la santé, analyse les premières vagues de la pandémie de Covid-19, avec la volonté de pas seulement solliciter les travaux de sciences sociales pour analyser ce qui se passait, et ce qui était évidemment indispensable, mais aussi être capable de tirer un petit peu le fil de ce qui nous arrivait pour voir quelles alternatives se présentaient à nous. Et donc, dans ce cadre-là, on a
on a réexploré la question des communs et on a pris appui sur les travaux des collègues et chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur ce concept. Si on veut dire un mot brièvement sur ce concept, donc il faut le rappeler encore, les communs ont une histoire intellectuelle et politique riche et qui est nourrie à la fois de controverses et de débats. Et il y a plusieurs points, qui nous semblaient importants. Est-ce que vous levez la main, Simona? Non, d'accord. Euh, donc il y a plusieurs points qui nous semblaient importants pour aborder ce concept. Le premier point essentiel quand on parle des communs, et c'est ce que nous on avait retenu des controverses autour de ce sujet, c'est que, pour le dire de façon un petit peu forte, les communs ne relèvent pas de principes transcendantaux qui feraient qu'il y aurait des choses qui par nature seraient régies par un principe de gouvernement des communs et d'autres qui ne le seraient pas. C'est un point très important qui est souligné par les auteurs qui ont travaillé sur ces questions. C'est bien un processus itératif, démocratique, délibératif, qui conduit à définir des choses ou des services comme relevant d'un espace politique qui est celui des communs. Donc, si on voulait caricaturer, tout ou rien peut relever du régime des communs. On peut parler de l'eau, on peut parler du sol, on peut parler d'un vaccin, on peut parler d'une usine. Bref, tout peut potentiellement rentrer dans cet espace, si tant est que il fait l'objet d'une discussion et d'un débat démocratique pour en faire partie. Ce qu'on a retenu également, deuxièmement, sur les communs, c'est que si des biens, des services peuvent être définis collectivement comme relevant du régime politique des communs, ce choix ne suffit pas à faire de ces biens et services une alternative. C'est une étape, mais pas une étape suffisante. Et en cela, et c'est ce que dit très bien, ce que disent très bien Pierre Dardot et Christian Laval, je les cite, le commun est un principe politique à partir duquel nous devons construire les communs et nous rapporter à eux pour les préserver, les étendre et les faire vivre. Autrement dit, les communs et le commun sont indissociables d'un principe d'expérience collective qui permet de définir comment on produit, comment on utilise et comment on alloue un certain nombre de biens et de services. Et cette étape-là, de la décision collective et de l'élaboration des règles de vie et d'usage communs autour d'un bien ou d'un service qu'on va juger comme relevant des communs, est tout aussi importante que le statut de ce bien et de service. Le troisième point qui paraît important quand on parle de communs, c'est de voir que les communs, ils ont leur cas d'école et ils ont leurs controverses, voire leurs oppositions. Ce que je disais tout à l'heure, les cas d'école, je rentre pas forcément dans le détail parce que là aussi c'est très bien écrit dans les ouvrages d'Elinor Ostrom, de Dardot et Laval. Enfin, c'est des cas qui sont repris systématiquement, mais en gros, l'exemple typique qui est repris, c'est celui qui précède la propriété privée des enclosures en Grande-Bretagne à partir du XVIIe et XVIIIe siècle, qui est celui des common land, donc de terres qui étaient régies par des principes de fonctionnement et d'usage commun. La théorie des communs, elle a ses promoteurs, ses défenseurs, et on va y revenir dans cette séance, je pense, parce qu'elle a des raisons légitimes pour être portée et défendue, encore plus aujourd'hui. Elle a aussi des opposants. Et des opposants historiques, notamment, qui trouvent dans un auteur qui s'appelle Gareth Hardin un représentant assez éminent, puisqu'il a théorisé ce qu'il appelle la tragédie des communs. Là aussi, c'est quelque chose d'assez connu, mais ça vaut le coup de la rappeler ici. Pour Gareth Hardin, alors évidemment, les individus sont considérés comme des agents calculateurs court-termistes et égoïstes. Et donc, ils abusent des ressources qui sont mises à leur disposition. Et donc, dès le moment où les acteurs sont portés à abuser des ressources qui sont mises à disposition communément, on arrive à une pénurie des ressources, à une lutte pour l'accès à ces ressources, et donc à des conflits sociaux violents. Depuis, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont remis en cause cette tragédie des communs, et lui-même a fait amende honorable pour partie, mais il a quand même fallu démontrer la limite de ce qu'il disait, non pas par des arguments théoriques, et c'est un point là aussi très important, mais par des exemples concrets.
et des cas empiriques qui montraient que quand on passait sur un mode de gouvernement des communs, on basculait pas dans une guerre de tous contre tous pour l'accès aux ressources. Et là, c'est Elinor Ostrom qui le montre très bien en utilisant des exemples très concrets, notamment celui des pêcheries ou des systèmes de pompage d'eau. Et ce qu'elle montre, pour le dire rapidement et d'un mot, c'est que le système des communs n'est pas du tout équivalent à un accès dérégulé à des ressources et à un accès sans contraintes ni règles, mais bien un système de décision collective à la fois de production, des usages et d'allocation. Et donc, il y a toujours cette imbrication très forte quand on parle des communs, et c'est vraiment très important, entre la définition de ce qu'on va considérer comme relevant des communs et la façon dont on gouverne ces communs. Et c'est là où la question démocratique et la question participative est évidemment cruciale. Et dans toutes ces questions, et c'était déjà le cas précédemment, mais ça allait encore plus aujourd'hui, et le cas on pourra y revenir, mais le cas du vaccin dans la période Covid était emblématique de ça. La question qui se pose derrière, c'est celle de notamment l'allocation de ressources limitées avec des questions et des priorités qui doivent être définies et débattues démocratiquement. Le cas du vaccin Covid était évidemment très marquant là-dessus. Il a d'abord été disponible dans des quantités limitées, et donc la question de à qui on alloue le vaccin était une question éminemment politique et démocratique, où les questions de justice sociale et de justice sanitaire étaient présentes. On verra si ça a été le cas. Je pense qu'avec Pauline, on aura un diagnostic assez partagé sur cette question. Mais on le retrouve aussi sur des questions écologiques, qui sont des questions qu'on retrouve désormais chaque été, comme la question de l'usage de l'eau. Si on considère que l'eau appartient ou doit appartenir au régime politique des communs et qu'il faut décider d'allouer l'eau entre un terrain de golf, un hôpital, une piscine privée et une terre agricole, la question du dispositif de discussion démocratique qui fait qu'on alloue un bien commun à un endroit plutôt qu'à un autre se pose évidemment. Et donc derrière, et nous c'est ce qu'on avait travaillé dans le livre avec Jean-Paul Godillère et Caroline Isambert, se pose la question de ce qu'on avait identifié comme une politique des besoins, en faisant référence notamment aux travaux récents de Razmig Kocheia. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que dans le régime des communs, les règles et les contraintes ne sont pas imposées par une autorité supérieure, que ce soit l'État, que ce soit le marché, mais bien par un collectif constitué et légitime démocratiquement, qui décide des modalités d'allocation et de la jouissance des droits. C'est vraiment un point très important. Dernier point de ce propos introductif, et je m'arrêterai là. La question des communs, elle revient de façon forte ces dernières années, pour plusieurs raisons, mais notamment une qui est celle des conséquences du néolibéralisme. Alors, le néolibéralisme, pour le rappel là aussi très rapidement, et je renvoie notamment aux travaux de François Denord sur l'histoire de cette doctrine, avec toutes les variations qu'elle peut comporter. Le néolibéralisme, évidemment, pas l'absence d'État, mais bien l'imbrication très forte de l'État et du marché, et d'un État au service des logiques marchandes. Et ce qu'on retrouve avec le déploiement du néolibéralisme depuis les années 70, alors avec des proportions plus ou moins grandes selon les parties du globe, mais qui a fini par toucher assez violemment des pays comme la France, c'est une remise en question évidemment du marché comme institution à même d'allouer justement, et quand on dit justement, c'est avec justesse et avec justice, des ressources, des biens et des services. Et on le voit en matière de santé, c'est assez évident. On pourra revenir là-dessus. Mais il y a de plus en plus de doutes également qui sont portés sur la capacité de l'État à le faire. Et dès le moment où on arrive avec une remise en cause très forte du néolibéralisme, notamment en matière de santé et d'accès aux soins, et donc d'une question légitime posée à l'État lui-même, évidemment, la perspective des communs, elle redevient quelque chose d'important, puisque les communs ne sont pas la même chose que la propriété publique. Et c'est une distinction qui est très importante à opérer également, et c'est ce que répète, c'est ce qu'explique très bien Benjamin Corria depuis plusieurs années, pour une raison très simple, c'est que les biens publics détenus par l'État sont toujours soumis à un risque qui est celui de la privatisation.
Là où les biens communs, eux, sont par définition inaliénables et donc ne peuvent être aliénés et privatisés. Et donc, c'est vraiment une distinction qui est très importante à avoir en tête, cette distinction entre public et commun. Et le cas qui va être développé par Pauline notamment le montre assez bien. Voilà. Je vais m'arrêter là sur ce premier temps de la séance en espérant avoir donné quelques clés de compréhension. On va évidemment parler du médicament dans cette séance. On essaiera de tirer quelques fils pour aller au-delà. Mais sachant que voilà, c'est un chantier qui est évidemment entièrement ouvert et encore à conduire ensemble. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc, je suis ravie d'être là également présente pour ce séminaire. Je vais essayer de rebondir ou de prendre la suite de Pierre-André sur cette introduction. Alors, de mon côté, je voudrais commencer par le prisme vraiment du médicament parce que c'est vrai que ça fait partie des recherches que j'ai pu mener. Mais je pense que progressivement, on va ouvrir vers d'autres éléments. Mais je pense que pour comprendre vraiment de quoi on parle quand on parle des questions d'accès aux médicaments, d'accès aux soins, notamment à travers les médicaments, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête quelques éléments clés qui me paraissent essentiels. C'est qu'il y a une augmentation de la consommation mondiale de médicaments qui est liée à l'augmentation de la population mondiale, qui est lié au développement des pays à revenus intermédiaires qui ont une capacité à payer plus grande pour les médicaments, pour les produits de santé, et qui est lié aussi à la transition épidémiologique qu'on constate, c'est-à-dire une augmentation des maladies non transmissibles, comme le diabète, par exemple, ou les cancers, et également un autre facteur qui est les risques pandémiques, on l'a vu avec le Covid qui a éclaté. Donc tout ça, et il y a aussi d'autres facteurs, mais en tout cas, ces facteurs-là sont les principaux facteurs qui peuvent expliquer pourquoi on va avoir besoin pour la population mondiale de volumes de plus en plus importants en médicaments et en produits de santé. Donc ça me paraît absolument essentiel à poser parce que quand on voit de façon objective les données, les chiffres, on se rend compte que si on continue dans les mêmes conditions de production pharmaceutique, on ne pourra pas soigner totalement la population, on ne pourra pas couvrir l'ensemble des besoins de santé des populations. Donc, c'est un peu partant de ce constat que, d'ailleurs, on a publié un livre l'année dernière avec Jérôme Martin qui s'intitule « Combien coûtent nos vies ?» Et on avait, en fait, ce livre, on peut dire, se décompose en 4 parties. Une qui est sur la question de la recherche et du développement, c'est-à-dire est-ce que le système de recherche et de développement répond aux besoins de santé des populations? Et je pense que ça, c'est un élément très important. Je vais donner quelques exemples là-dessus. Ensuite, il y a un chapitre qui est sur la pénurie de médicaments. Donc, on voit qu'il y a des pénuries structurelles de médicaments qui vont continuer à augmenter, qui vont toucher tous les produits de santé. Ensuite, il y a la question du prix des médicaments en constante augmentation depuis une quinzaine d'années, donc qui vont peu à peu poser la question du remboursement des médicaments. Et le Conseil consultatif national d'éthique en France a rendu un avis en novembre 2021 qui est très clair sur le fait que le système de santé ne pourra pas continuer à couvrir le prix des innovations thérapeutiques qui augmentent, donc pour la population en France, dans les mêmes conditions. Et enfin, le dernier chapitre du livre porte plus sur des solutions possibles en prenant des exemples. Et peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard, notamment je prendrai l'exemple du Brésil ou des Pays-Bas qui vont expérimenter des choses assez intéressantes. Mais pour revenir sur le premier point, sur la recherche et le développement, tout à l'heure, Pierre-André, tu disais comment on produit, comment on utilise les biens. Je dirais il faut aussi reprendre sur la question du médicament la question de comment on recherche et pourquoi on recherche. Parce que si on regarde l'histoire de la recherche biomédicale, on se rend compte, notamment au cours des 20-30 dernières années, que la recherche et le développement les financements vont vers des produits de santé qui ne répondent pas forcément aux besoins de toutes les populations. Et ça, c'est vraiment essentiel de l'avoir en tête, je pense, c'est-à-dire pourquoi on fait de la recherche. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des coronavirus. Par exemple, la firme Sanofi a interrompu toutes ses recherches sur les coronavirus 5 ans avant que la pandémie n'explose, parce qu'il n'y avait pas, selon cette firme, de risque à très court terme. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans les choix de recherche et développement effectués par les multinationales.
c'est ce qui peut rapporter le plus à court terme et pour une population, pour une population vivant dans les pays riches et une population, donc une population solvable et aussi pour des maladies qui touchent un plus grand nombre de personnes. Mais donc, on voit bien qu'il y a des pans entiers de domaines qui sont ignorés par la recherche biomédicale. Par exemple, si on prend l'exemple des maladies, enfin des questions psychiatriques, les médicaments, on s'est rendu compte que beaucoup d'innovations avaient été découvertes un petit peu par hasard, c'est-à-dire grâce à des recherches en fait, qui avaient été menées sur d'autres pathologies. C'est-à-dire que les financeurs de ces recherches voulaient, par exemple, chercher quelque chose contre des cancers, etc., ou des allergies, etc. Et finalement, s'est rendu compte que le produit qu'ils avaient développé avait une indication en psychiatrie intéressante. Pour l'endométriose, pour pas mal de pathologies qui touchent des populations comme les femmes, etc. Par exemple, l'histoire de la pilule contraceptive, c'est aussi quelque chose qui n'a pas été financé massivement par de la recherche privée. Ça a été grâce notamment au financement d'associations. Voilà, donc c'est pour donner quelques exemples. Pour moi, l'exemple le plus parlant, et j'arrêterai là-dessus sur la question de la recherche et du développement, c'est la tuberculose, qui est la maladie infectieuse qui tue le plus au monde hors Covid, avec plusieurs millions de personnes qui en meurent chaque année. Et la recherche sur la tuberculose est sous-financée. Pourtant, elle donc est sous-financée. La dernière molécule qui a été mise sur le marché, qui s'appelle la bédaquiline, qui est très efficace pour soigner la tuberculose multirésistante. Donc ça, c'était en 2014. La bédaquiline a été découverte grâce à énormément d'argent caritatif et public. Donc, voilà, si on analyse, et au cours des travaux que j'ai pu mener, mais bien sûr d'autres ont pu mener également, on se rend compte que beaucoup d'innovations en santé sont issues de recherches publiques, de recherches financées par des associations, par des organisations, par des fondations à but non lucratif, etc., etc. Et que la recherche financée par les multinationales est souvent tournée vers ce qui peut leur permettre de générer le plus de financement rapidement. Donc ça, c'était un point sur la recherche et le développement parce que ça me paraît très important. Ensuite, sur la production. Alors aujourd'hui, vraiment, là aussi, c'est pour poser une base sans être trop longue, mais je pense que c'est très important de poser cette question, c'est la production pharmaceutique, l'étape fondamentale, c'est la production de matières premières pharmaceutiques, de principes actifs. Donc active pharmaceutical ingredients. Donc cette étape-là, elle est absolument cruciale. Sans ça, on ne peut rien faire. Cette étape, elle est concentrée dans des pays du sud de l'Asie et des pays de l'est de l'Asie. Donc, la Chine et l'Inde principalement, mais il y a aussi le Bangladesh qui est un pays producteur assez important. Donc ces pays-là concentrent une très grande partie, on parle de 80%, peut-être même plus, de la production des principes actifs à l'échelle mondiale. Ce qui signifie que lorsqu'il y a un problème au niveau de la fabrication dans ces usines, sur ces sites, il y a un problème rapidement sur les marchés européens. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a énormément de pénurie de médicaments. Dans les pharmacies, c'est de plus en plus difficile de se procurer tout un tas de médicaments. C'est parce que donc il y a une augmentation de la demande mondiale dont je vais parler tout à l'heure pour différents facteurs. Et donc il y a des problèmes d'approvisionnement en principes actifs pharmaceutiques. Cette production de principes actifs pharmaceutiques, elle est extrêmement polluante. C'est comme ça, c'est l'industrie de la pétrochimie, c'est très, très polluant. Donc, la question qui se pose, je pense, et qui est importante à poser, c'est comment on articule nos besoins de santé, le besoin de santé des populations, avec une production pharmaceutique qui est par essence très polluante. Comment est-ce qu'on essaye de retourner ça en opportunité pour produire de façon moins polluante ces médicaments dont on a besoin, dont les populations ont besoin. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un enjeu éthique aussi à réfléchir pourquoi on fait de la recherche et du développement et ce qu'on veut mettre sur le marché pour que ça recoupe vraiment les besoins des populations et pas uniquement des enjeux financiers. Au moment du développement des vaccins contre le Covid, nous avions, avec mon collègue Jérôme Martin et avec une biochimiste qui s'appelle Else Torelli, on avait alerté dans une tribune au Monde sur la question du risque du système de concurrence dans la recherche et développement de ces vaccins. En fait, cette course aux vaccins,
Ce que ça a fait, c'est qu'il y a plusieurs développeurs que vous connaissez tous par cœur, qu'on connaît tous par cœur, Janssen, Moderna, Pfizer, Sanofi et d'autres, qui ont au même moment déployé de très nombreuses ressources, publiques en partie, pour développer des produits de santé similaires. Parce que à ce moment-là, ils n'ont pas réfléchi de façon complémentaire à des types de vaccins qui pourraient s'articuler et proposer différentes options thérapeutiques intéressantes. Ils ont réfléchi à ce qu'il y avait plus de chances d'aboutir à une mise sur le marché pour le vaccin le plus rapidement possible. Et donc, ils ont tous misé un peu sur la même protéine, spike, etc. Donc, ils sont tous allés dans le même sens. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu énormément de ressources publiques qui ont été mobilisées pour cette recherche et développement, donc pour développer des produits de santé similaires. Et par ailleurs, ça veut dire qu'il y a des volontaires, des personnes qui ont été mobilisées dans les essais, qui ont été aussi mobilisées pour des essais similaires. Et comme vous le savez, dans la recherche biomédicale, on manque d'une façon générale de volontaires. Donc, ça pose aussi une question éthique. Est-ce que c'est éthique de mobiliser des volontaires pour faire des recherches sur des candidats vaccins très similaires? Donc, je pense que la question de pourquoi on recherche est aussi fondamentale avant d'arriver à la question de comment on utilise, comment on produit, comment on arrive au comment. Donc, je ne veux pas être trop longue. Je réfléchis s'il y a un élément là que je voulais tout de suite j'y reviendrai après. Probablement, peut-être qu'à ce stade, je laisse Pierre-André poursuivre. Merci, Pauline. Effectivement, tu l'as un peu évoqué quand on parle de commun en santé. La question du médicament est tout de suite un cas de figure assez emblématique. On pourra sûrement développer un petit peu plus par la suite des questions autres, notamment celles par exemple des établissements de soins. C'est des questions qui sont beaucoup posées ces dernières années, notamment en France, des façons de sortir encore une fois de cette alternative entre l'État et le marché qui ne semble pas répondre aux besoins de santé. Et il y a des expérimentations, elles sont rares pour l'instant, mais elles existent quand même. Et on verra si on arrive et si on parvient à faire un glissement des questions de commun en santé vers les questions de santé communautaire. Quelque chose qu'on avait essayé de faire nous justement dans Pandémo politique. Mais pour rester sur cette question, et je voudrais pas te renvoyer la balle trop vite, mais tu l'as évoqué, la question des alternatives et des expériences alternatives dans le domaine du médicament, elles sont assez uniques quand même. Tu as évoqué la question du Brésil, je pense que Oui. je peux en dire un mot, mais tu connais cette question-là bien mieux que moi, donc j'ai bien envie de te rendre la parole sur ce sujet. C'est des expériences, c'est pas que des expériences en fait, c'est des fonctionnements politiques institutionnalisés de grande ampleur qui permettent à des populations entières d'avoir accès à des produits, notamment dans le cadre du VIH pour le Brésil, que le marché dans son fonctionnement là pour le coup de propriété privée, notamment via les brevets, empêche totalement. Donc je te rends la parole sur ce point. Merci Pierre-André de me entre guillemets rendre la parole sur ce point. Non, le Brésil, donc j'ai habité au Brésil et j'ai beaucoup travaillé avec des chercheurs et des chercheuses brésiliens qui ont contribué à mettre en place le système brésilien. Donc je suis ravie d'en parler. Donc le Brésil, dans les années 70, a lancé un plan industriel qui s'est développé jusqu'au début des années 2000, au premier mandat de Lula. Il y a eu, en fait, au fur et à mesure des années, une volonté qui s'est vraiment renforcée lors du premier mandat de Lula, que le Brésil soit autosuffisant en produits de santé. Donc, j'insiste sur la notion de produit de santé parce que on dit souvent le médicament, en fait, produit de santé, c'est les diagnostics, parce que sans diagnostic, c'est très compliqué de prescrire des médicaments. Et on oublie souvent et on voit souvent qu'il y a des oublis même au plus haut niveau, à l'Organisation mondiale de la santé et dans d'autres institutions des diagnostics et de à quel point ils sont fondamentaux. Donc les diagnostics, les médicaments, ça comprend les petites molécules issues de la chimie de synthèse, par exemple le paracétamol, et les biomédicaments, donc qui peuvent être des chimiothérapies ou ce type de médicaments-là, les vaccins
Voilà, donc les produits de santé, ça regroupe un petit peu tout ça. Et puis, on peut aussi ajouter à ça dispositifs médicaux. Par exemple, si vous êtes atteint de diabète de type 1, par exemple, si vous voulez mesurer votre glycémie régulièrement, vous pouvez avoir un capteur sur le bras. Donc ça, c'est un dispositif médical. Donc disons qu'il y a un peu tous ces éléments-là pour la prise en charge, pour une bonne prise en charge d'une personne. Donc voilà, le Brésil a réfléchi à ça, c'est-à-dire a réfléchi à comment faire accéder sa population à des produits de santé. Alors en 96, le Brésil a inscrit dans sa constitution l'obligation pour l'État brésilien de fournir à sa population donc le droit, le droit fondamental, de garantir le droit fondamental à la santé. Et donc, suite à ça, pour mettre en œuvre cet élément donc, qui est dans la Constitution, le Brésil a vraiment développé deux choses en parallèle, renforcer sa production et développer le système unique de santé qui est en fait tout le réseau hospitalier brésilien, un peu sur le modèle de la PHP, mais donc des hôpitaux de Paris, mais souvent on le compare plutôt au système britannique dans le fonctionnement et dans le financement. Mais il est bien meilleur, je pense, au niveau de son au niveau de son fonctionnement, pardon, que le système britannique. Donc voilà, en fait, la réflexion, ça a été articuler la politique industrielle du pays avec le système hospitalier, donc faire en sorte que les personnes qui en ont besoin puissent recevoir les médicaments dont elles ont besoin quand elles se présentent dans les hôpitaux ou même en pharmacie de ville, etc. Donc, ce qu'a fait le Brésil, c'est qu'il a vraiment réfléchi à toutes les phases que j'ai pu mentionner tout à l'heure, c'est-à-dire la production de la matière première, des principes actifs pharmaceutiques, et la production donc de diagnostics, de vaccins, d'insuline, de biomédicaments, de petites molécules. Et c'est comme ça qu'il a permis à sa population d'avoir accès à des médicaments contre le cancer, contre le VIH dès 2001. En fait, c'est le Brésil qui a été le premier pays à mettre sur le marché un générique de traitement antirétroviraux contre le VIH, donc faisant chuter le prix de 10 000 $ par an par personne à 2 000 $ à l'époque. Et ensuite, 6 mois plus tard, le laboratoire indien Cipla en a commercialisé une trithérapie pour 300 $. Donc, il y a eu une chute comme ça qui a été spectaculaire et qui a ouvert la voie à ce que des millions de personnes survivent, en fait, et vivent avec le VIH. Sans ça, des millions de personnes auraient continué à mourir les années suivantes. Donc, le Brésil a joué un rôle considérable. Il a réussi, je pense, sur cette question parce qu'il y avait une volonté politique forte, parce qu'il y avait une politique industrielle qui s'est donné les moyens, c'est-à-dire quelque chose d'ambitieux, de réparti géographiquement de façon assez intéressante sur tout le territoire brésilien, qui est un pays immense. Donc, comme vous savez, c'est une fédération, donc il y a de nombreux États. Donc, un déploiement aussi de toute cette stratégie à travers les États du Brésil. Vraiment une structure assez robuste qui s'appuie sur le ministère de la Santé et l'Institut Fiocruz, avec des épidémiologistes, avec donc vraiment une articulation entre toutes les disciplines dont on a besoin pour, je pense, développer une politique du médicament, une politique de santé forte. Et par ailleurs, l'État brésilien n'a pas hésité à recourir à ce qu'on appelle la licence obligatoire, c'est-à-dire à contourner les brevets existants sur ces médicaments, comme le droit de l'Organisation mondiale du commerce lui permet, bien sûr, pour produire des génériques de ces médicaments-là. Donc, il y a eu vraiment tous les éléments ont été mis en place par le Brésil pour que ces médicaments-là, qui sauvent des vies, soient disponibles pour sa population. Donc ça, c'est vraiment un exemple qui est spectaculaire et qui est très intéressant. Alors bien sûr, il y a des limites et ces limites-là ont été documentées par des chercheurs. Si vous êtes intéressé par cette question, je vous recommande les travaux de Gabriela Costa Chavez, qui est une pharmacologue industrielle brésilienne, aussi juriste brésilienne, qui a travaillé sur ces questions sur la production publique, Jorge Bermudez et puis d'autres chercheurs brésiliens. Donc, beaucoup ont travaillé là-dessus, documenté tout ça, donc n'hésitez pas. Peut-être deux derniers exemples pour parler d'une production un petit peu différente de médicaments. Un exemple, l'exemple des Pays-Bas. Les Pays-Bas
En fait, le gouvernement des Pays-Bas s'est retrouvé dans une impasse lors de négociations de prix sur un médicament contre le cancer. C'est-à-dire que la firme Novartis disait, voilà, nous, on veut tant pour ce médicament. Le gouvernement des Pays-Bas a dit, écoutez, c'est trop élevé pour nous. Donc, on va confier la production, non pas comme au Brésil, à un institut public, une usine publique, mais à la pharmacie hospitalière d'un hôpital, enfin de 2 hôpitaux hollandais. Donc, à petite échelle, parce que là, la population concernée ayant besoin de ce traitement, c'est un anticancéreux utilisé en pédiatrie, était très limitée. Donc, ils ont décidé de développer cette production au niveau hospitalier. Donc, c'est aussi intéressant. Je pense que ça permet de rapprocher aussi la production des personnes qui sont soignées. En tout cas, c'est un modèle qui est intéressant. Dernier exemple, je m'arrêterai ici, qui a été mis en place au sein des hôpitaux lyonnais, des hôpitaux de l'Hospice civil de Lyon, des hospices civils de Lyon, donc hôpitaux publics, c'est le développement de thérapies phagiques. Alors, qu'est-ce que sont les thérapies phagiques? Donc, il y a un des problèmes majeurs sur l'Organisation mondiale de la santé, c'est le développement de la résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire que les médicaments, les antibiotiques dont on dispose actuellement ne fonctionnent de moins en moins bien pour soigner, traiter les infections bactériennes. Donc, c'est un vrai problème de santé publique et ça risque de poser vraiment des problèmes majeurs à l'avenir. Et ce qui s'est passé dans les hôpitaux lyonnais, qui est très intéressant, c'est que des chercheurs ont réfléchi à l'utilisation, évidemment de façon très contrôlée, très ciblée, de virus bactériophages. Donc, en fait, c'est des virus qui mangent les bactéries pour soigner des personnes qui sont en échec thérapeutique sur toutes les lignes d'antibiotiques qui existent. Donc, par exemple, des personnes qui ne peuvent pas se soigner d'une infection depuis très longtemps ont pu bénéficier de ces thérapies très ciblées. Et donc, ces virus bactériophages ont fait disparaître ces bactéries. Donc, voilà. Donc ça, il y a une réflexion. Alors, bien sûr, c'est la question de l'articulation, enfin, puisque les virus sont bien sûr, c'est du vivant. Donc, produire du vivant, donc des virus à grande échelle pour en faire des thérapies, bien sûr que ça pose des problèmes. Bien sûr on n'a pas toutes les garanties que ça puisse être applicable, que ça peut poser de nombreux problèmes. Donc, les anthropologues, et je vous recommande vraiment les travaux de Charlotte Brive, qui a travaillé sur ce sujet et qui a signé un livre vraiment passionnant qui s'appelle Face à l'antibiorésistance, qui est sorti l'année dernière. Donc, je vous recommande ça. Donc, Charlotte Brive parle de cet exemple et elle parle évidemment des questions que ça peut poser, des limites que ça peut poser, des problèmes. Mais en tout cas, je pense que c'est aussi ici une façon peut-être d'ouvrir un petit peu la discussion, ou en tout cas de réfléchir à les articulations pour produire différemment des produits de santé pour soigner, pour répondre aux besoins des populations. Peut-être, Pierre-André, je m'arrête ici pour ce point-là. Non, mais merci beaucoup, Pauline. Il y a plein de choses dans ce que tu dis sur le lien qu'on peut faire entre les questions de commun et de santé. Tu l'as dit de façon très claire, il y a la question des stratégies de recherche. Et c'est là où on voit que ce que je mentionnais en introduction sur est-ce qu'un bien est un bien commun ou pas, est une première question, mais surtout la question c'est comment est-ce qu'on gouverne après ce bien-là. Et la question des stratégies de recherche, c'est exactement ça. C'est-à-dire qui décide des priorités stratégiques en matière de recherche médicale et biomédicale. Et effectivement, tu l'as mentionné, mais il y a maintenant tout un tas de travaux en histoire des sciences et de la médecine qui montrent très clairement que les stratégies de recherche sont tout sauf dictées démocratiquement par des préoccupations qui seraient définies collectivement. Alors effectivement, l'investissement d'acteurs associatifs et le plaidoyer que doivent porter des acteurs associatifs pour mettre à l'agenda de recherche un certain nombre de sujets fait cas d'école sur la façon dont il faut forcer la main
à des groupes privés pour se pencher sur certains sujets, et la façon dont il faut aussi mettre à disposition des moyens publics importants d'incitation économique, fiscale importante pour que des entreprises industrielles en matière de produits pharmaceutiques acceptent de faire de la recherche sur certains produits. Il y a aussi tout un tas de travaux en histoire des sciences et de la santé qui montrent qu'il y a des discriminations. Tu disais, il y a des discriminations de genre très fortes dans les stratégies de recherche qui font qu'il y a tout un tas de pathologies qui, quand bien même leur prévalence est bien plus importante que d'autres, sont sous-financées et sous-investies par les industriels. Et le cas qui est souvent mentionné en contrepoint, c'est celui de la recherche sur tous les produits de stimulation comme le Viagra pour les hommes, qui font l'objet de recherches absolument démesurées de la part des industriels, là où des pathologies autrement plus cruciales et vitales pour d'autres populations sont complètement laissées à l'abandon. Et donc c'est là où on retrouve la question des communs, c'est-à-dire qui définit les stratégies de recherche en fonction de quelles priorités et de quels besoins. Quand on parlait de politique des besoins, on est vraiment sur ce point-là. Le deuxième point que tu évoques, et je pense qu'il est assez emblématique de ce qu'on a vécu ces dernières années avec la pandémie de Covid, c'est la question des stratégies de soins et d'allocation des ressources dont on parlait également. Et le cas du vaccin contre le Covid, alors la façon dont la recherche a été conduite et dont elle a révélé tous les dysfonctionnements de ces mécanismes de financement public et de concurrence entre grandes firmes est une chose. La façon dont on a décidé de réfléchir à l'allocation de ce vaccin au début, enfin, il faut se remettre en situation. Aujourd'hui, on a un recul sur cette période, mais au moment où les premiers vaccins commencent à arriver, la question du volume de vaccins disponibles est une énigme, et donc la question politique et sanitaire qui est posée est bien celle de qui doit bénéficier du vaccin en priorité. Et là où on aurait pu avoir un ensemble de discussions pour le coup démocratiques en termes de priorité, de priorisation en fonction des publics, en fonction de critères sociaux, de vulnérabilité. On a eu un exemple, en tout cas en France, c'est ce qui s'est passé, de captation technocratique et bureaucratique de ce choix par le ministère de la Santé, qui a confié à la Haute Autorité de Santé le soin d'établir une liste de personnes prioritaires. Et alors la Haute Autorité de Santé a fait son travail du mieux qu'elle pouvait en prenant appui sur des critères scientifiques et médicaux et sur l'état des connaissances dont elle disposait à ce moment-là pour décider de la priorisation de l'affectation du vaccin, mais néanmoins dans un biais très Haute Autorité de Santé qui est un biais très médical. Ce qui fait que le ministère de la Santé et ses agences, plus ou moins autonomes, ont été contraints et conduites à établir une liste de priorités qu'on a conservée, qui est une liste de priorités définie dans des cénacles extrêmement restreints. Et c'est là où la question des communs et de l'usage des ressources et des besoins aurait été intéressante à mettre en œuvre. Pour déplacer un petit peu le propos sur la question de comment est-ce qu'on tire ce fil des communs vers d'autres sujets que le médicament, en tout cas en matière de santé, il y a un certain nombre d'exemples ces dernières années qui tendent à montrer qu'il y a une conscience très nette de la part de beaucoup d'acteurs dans le champ de la santé, à la fois évidemment des défaillances du marché, mais le terme de défaillance est évidemment discutable parce que c'est inhérent au fonctionnement du marché et le cas des stratégies de recherche pharmaceutique le montre, c'est-à-dire que effectivement l'enjeu des industries et des acteurs privés n'est absolument pas l'allocation juste et efficace des ressources et des moyens, mais bien la captation de richesses publiques et la génération de profits privés. C'est le principe même du fonctionnement de ces organisations, et donc pas leur demander de répondre à des priorités politiques de justesse et de justice d'allocation des ressources, sauf à les contraindre fortement. Mais il y a une réflexion face à cette défaillance, en tout cas à ce principe inhérent au marché et aux défaillances de l'État ces dernières années. Alors paradoxalement,
la sécurité sociale, quand on reprend son histoire et les logiques qui devaient présider à sa mise en œuvre, répond à un cahier des charges de ce que pourrait être un gouvernement des communs, puisque précisément, c'est pas une institution étatique, mais bien une institution démocratique avec des représentants, des délégations locales, des caisses. Enfin, il y a toute une réflexion qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs autour d'autres sujets comme ceux de l'alimentation. Et la sécurité sociale, d'une certaine façon, peut faire miroir et répondre à ces logiques des communs. Ce qui est analysé maintenant depuis plusieurs années et plusieurs décennies, notamment par les sciences sociales de la santé, c'est un processus d'étatisation de plus en plus marqué de la sécurité sociale, de ses priorités, de son fonctionnement, des moyens dont elle dispose et des logiques qui président à son organisation et à ses orientations. Et donc, il y a encore une illusion de la sécurité sociale comme îlot de résistance à l'État et au marché, mais qui tient de moins en moins. Et l'État, effectivement, on en parlait en préparant un petit peu cette séance, l'état de l'hôpital public est quelque chose d'assez emblématique à ce titre-là. C'est-à-dire que ce qui était supposé être l'institution qui garantit l'accès à toutes et tous à la santé est devenu une institution, et quand on décline dans la plupart des établissements, c'est ce qu'on retrouve, où les professionnels de santé sont soumis en permanence à des processus de triage ou de priorisation, pour le dire différemment, parce que évidemment le niveau des besoins est totalement insuffisant, le niveau des moyens, pardon, est totalement insuffisant confronté aux besoins. Et donc, il y a des initiatives qui sont à étudier encore parce qu'elles sont vraiment récentes, mais elles sont assez riches d'enseignements. Des initiatives récentes d'acteurs de santé, de professionnels de santé, médecins ou pas d'ailleurs, qui réfléchissent justement une troisième voie entre le soin étatique et public, ou étatisé et public d'une part, et le soin privé lucratif et marchand de l'autre. Et cette troisième voie, elle se dégage notamment via des types d'organisations comme les coopératives et ce qu'on appelle les SIC, qui en santé sont encore assez peu présentes. Il y en a une dans le 10e arrondissement de Paris, à ma connaissance, sur laquelle il faudrait enquêter, parce que c'est un des rares centres de santé à avoir opté pour ce mode de fonctionnement. Mais il y a des luttes qui sont conduites ces dernières années, parce que ce qu'on disait sur le néolibéralisme et la fragilité des biens publics, pour garder cette idée de bien distinguer les biens communs et les biens publics, la fragilité des biens publics conduit à tout un ensemble de luttes pour préserver des établissements, pour préserver des maternités, pour préserver des centres de santé, avec une réponse des pouvoirs publics et de l'État et de l'assurance maladie qui est souvent extrêmement limitée, voire nulle. Et donc, ce sont des initiatives citoyennes, associatives, qui prennent le relais. On a un cas, nous, ici à Grenoble, qu'on évoque aussi dans le livre avec Jean-Paul Godillard et Caroline Isenberg, qui par ailleurs a connu des rebondissements ces derniers mois, d'une clinique mutualiste qui a été cédée il y a 3 ans. Il y a 3 ans maintenant, et au moment de la reprise de cette clinique et de la cession de son activité par des grands groupes mutualistes qui voulaient s'en débarrasser, a été monté un projet collectif de coopérative en santé pour un établissement de soins, avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les parties prenantes de cette coopérative, donc les professionnels de santé, évidemment, les habitants et les usagers, les collectivités locales, des entreprises du territoire, parce qu'un établissement de soins et de santé est évidemment extrêmement connecté à des acteurs territoriaux. Toutes ces parties prenantes-là doivent avoir voix au chapitre sur ce qu'il convient de faire au sein de cet établissement. Est-ce qu'on développe des activités pour des populations favorisées et dont on estime que ce ne sont pas des soins essentiels, ce qui existe dans certains établissements, au détriment d'offres de santé bien moins profitables et lucratives, mais qui sont, elles, par contre, indispensables et urgentes pour la plupart des habitants et des habitantes. Voilà, il y a toutes ces questions-là s'étaient posées, et c'est une lutte, encore une fois, qu'on a décrite dans le livre. Et après, et c'est pour ça que je parlais de glissement
assez intéressant entre les communs en santé et les logiques de santé communautaire. Au-delà du fait qu'on retrouve évidemment la racine du même terme dans les deux, c'est qu'il y a tout un tas de centres de santé communautaires qui se sont développés ces dernières années, qui ne se sont pas constitués en coopérative pour des raisons plus pratiques que politiques par ailleurs, qui portent en eux un projet justement d'inclusion et de gouvernance par les professionnels et les habitants d'un projet de santé. Et là, on est dans l'expérimentation et même dans la concrétisation d'une logique des communs en santé, pas seulement sur le cadre du médicament, de la recherche, de la production et de la location, mais aussi sur la façon dont on fait de la santé au quotidien avec des habitants et des habitants, sur la place que prend le centre de santé dans un quartier, sur les questions que des professionnels de santé doivent être capables d'aborder au-delà des seules questions médicales. Enfin voilà, c'est aussi ces déclinaisons-là qui sont importantes à observer. Peut-être, Pierre-André, pour compléter un petit peu sur l'aspect financement de la santé, ça me permet d'aborder peut-être la question que j'ai vraiment survolée tout à l'heure, qui est celle de l'augmentation du prix des médicaments, pour vraiment peut-être poser voilà, de quoi on parle. Donc, en 2014, il y a eu la mise sur le marché de nouveaux traitements contre l'hépatite C pour 56 000 € pour 3 mois de traitement. Voilà, pour 3 mois de traitement. À l'époque, on avait, avec différentes organisations avec lesquelles j'ai collaboré. À l'époque, j'étais consultante pour Médecins du Monde et j'avais écrit un rapport pour Médecins du Monde sur le sujet. En fait, on avait calculé que l'achat, le remboursement par l'assurance maladie du sofosbuvir, donc de ce médicament-là, au prix, donc à ce prix de 56 000 €, pour toutes les personnes en ayant besoin en France, ça équivalait à deux fois le budget de l'assistance publique des hôpitaux de Paris sur un an. Donc, c'était à peu près 18 milliards d'euros de mémoire, ou peut-être 16 milliards d'euros. Voilà. Donc, c'est pour donner un peu une échelle de quoi on parle. Le prix des médicaments, ça peut, selon nous, et c'est pour ça qu'on a créé avec Jérôme Martin l'Observatoire de transparence dans les politiques du médicament, on est obligé de poser cette question parce que les prix dont on parle posent forcément une question du système de santé, des coupes budgétaires qui sont opérées pour financer ces médicaments-là, pour financer ces prix. Donc, si on réduit les effectifs hospitaliers, si on coupe énormément de lignes budgétaires dans les hôpitaux et qu'on ne remet jamais en question ces prix des nouveaux médicaments, le rationnel derrière cette fixation des prix et aussi l'augmentation, ça pose un vrai problème. En fait, notre crainte à l'époque, c'était que ce prix très élevé crée un précédent et qu'ensuite il soit très difficile pour les autorités de santé de refuser pour d'autres classes thérapeutiques des prix très élevés. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé puisqu'ensuite, il y a eu la mise sur le marché de médicaments contre le cancer pour des centaines de milliers d'euros, le traitement. Et le dernier exemple en date de fin 2019 avec une thérapie génique mise sur le marché pour 2 millions d'euros l'injection. 2 millions d'euros. Donc, on voit bien que si on n'introduit pas d'urgence des critères rationnels dans la fixation du prix des médicaments, eh bien, on risque de ne plus pouvoir financer d'autres pans essentiels pour les soins qui vont de la prévention à la prise en charge hospitalière, la santé mentale, etc. et qui vont vers progressivement un déremboursement. Donc, c'est pour ça qu'on a créé, nous, l'Observatoire de la transparence, c'est-à-dire que on estime qu'il faut des éléments rationnels pour évaluer si un prix est juste. C'est-à-dire qui a financé la recherche et le développement. Dans de nombreux travaux de recherche que j'ai pu mener et que d'autres ont pu mener, on se rend compte qu'il y a énormément d'investissements publics. Donc, est-ce que c'est normal que, par exemple, ce traitement commercialisé pour 2 millions d'euros l'injection ait été découvert grâce à de l'argent caritatif, en partie défiscalisé du Téléthon, comme c'est le cas, et de la recherche fondamentale de l'INSERM. Voilà. Est-ce que c'est légitime qu'un prix soit aussi élevé alors que c'est le système public en grande partie qui a financé le développement? Donc, c'est pour ça qu'on pose ces questions de ramener du rationnel dans ces politiques-là pour simplement que le droit à la santé puisse être respecté.
c'est pas uniquement notre observatoire qui l'avons posé cette question, c'est les États membres de l'Organisation mondiale de la santé en mai 2019, ont adopté une résolution pour la transparence sur les marchés pharmaceutiques, exactement pour ces raisons. C'est-à-dire que les pays du Sud, membres de l'OMS, ont dit, nous, dans nos pays, on n'arrive pas à faire accéder notre population aux médicaments parce que les prix sont trop élevés. Les pays du Nord ont dit, ça commence à peser sérieusement sur nos sécurités sociales, nos populations ont de moins en moins accès, on est obligé de fermer de nombreux services hospitaliers, notamment pour financer ça. Donc, ça pose un problème, donc ramenons du rationnel. Force est de constater que 4 ans plus tard, très peu de cette résolution a été mise en œuvre en France et dans d'autres pays. Mais en tout cas, c'est peut-être pour expliquer pourquoi, sur les politiques du médicament, il y a un vrai besoin de ramener du rationnel. Les volumes, les flux financiers dont on parle sont énormes et bien sûr qu'ils impactent aussi le reste du financement du système de santé. J'en profite pour rebondir et du coup poser une question ou un lien par rapport à vos différents travaux. Du coup là, on prend conscience, en tout cas moi, de cet aspect très macro sur le financement de l'industrie pharmaceutique et sur ce besoin de transparence, mais vraiment sur quelque chose qui est à l'échelle internationale, à l'échelle très macro-politique aussi, dans les leviers qui se pose qui se propose à nous. Est-ce que on peut faire le lien avec d'autres produits de santé ou de soins comme des pratiques de soins à l'échelle d'un établissement par exemple, également dans le financement et dans ce besoin de transparence pour pouvoir se réapproprier ce produit de santé, mais je ne sais pas si on peut faire le lien entre un produit de santé dans sa construction, son développement et sa construction comme vous l'avez développé, et la pratique de soins comme elle peut se pratiquer dans un établissement, par exemple. Enfin voilà, on pourrait imaginer plein de services, n'importe lequel au final. Est-ce qu'il y a des recherches de ce type-là? Est-ce que le parallèle est faisable ou pas du tout? Peut-être je peux me permettre parce qu'effectivement il y a un lien qu'on peut faire et qui répond encore une fois à la question qu'on se pose aujourd'hui sur qui définit les priorités et selon quel principe. Et pour ce qui est des priorités et des façons de définir le soin, le bon soin, le soin utile dans les établissements de santé en France en tout cas. Moi, les travaux que j'avais conduits sur la tarification à l'activité, là-dessus, viennent répondre en partie à cette question, et notamment via des cas de controverse assez forts que la plupart des professionnels de santé connaissent très bien parce que c'est le biais principal de la tarification à l'activité, qui est que en gros, la T2A, c'est son acronyme, a permis de distinguer et a souhaité distinguer volontairement, je pourrais revenir dessus, des activités rentables et des activités trop coûteuses pour les établissements, de façon à orienter la façon dont on soigne et la façon dont on s'organise pour soigner. Et c'était explicitement pensé comme tel dans le cadre de la réforme qui a été votée en 2003 et qui a été mise en œuvre en 2004. Les membres du cabinet de Jean-François Mattei qui ont travaillé avec lui sur l'élaboration de cette réforme et de cet outil l'expliciter telle quelle. L'enjeu de la tarification à l'activité n'était pas de disposer d'un outil d'allocation des ressources, c'était évidemment le cas. Bon, là, on parle d'allocation des ressources financières pour les établissements de santé, mais d'un outil de gouvernance et de gouvernement de l'activité médicale et d'orientation du soin. Qui a abouti, je vais le dire à très grands traits, mais on retrouve effectivement tout ça dans les travaux que j'ai pu conduire, et notamment l'ouvrage que citait Madame Spada en introduction, qui conduit à aboutir à des pratiques de soins qui s'avéraient extrêmement rentables. Tout ce qui était chirurgie et prise en charge ambulatoire. Il y avait énormément de groupes homogènes de malades qui étaient rentables. Et donc, on incitait les établissements à s'organiser pour se focaliser sur ce type de séjours-là, avec des intermédiaires qui devaient faire ce travail-là. Et donc, moi, j'avais réalisé une ethnographie dans un établissement hospitalier où la direction des finances devait convaincre les médecins
de prendre en charge d'une façon plutôt que d'une autre. Et il y avait tout un tas de soins, enfin c'est toujours le cas, c'est pour ça qu'il y a des expérimentations d'ailleurs depuis maintenant plus de 10 ans sur la T2A et sur des modalités alternatives de financement. Il y a des prises en charge qui, elles, se révélaient trop coûteuses, volontairement trop coûteuses, et ça c'était le fruit du travail d'archives et d'entretien que j'avais pu faire, c'est-à-dire que les pouvoirs publics avaient volontairement sous-évaluer le coût de production, pour le dire un peu brutalement, d'un certain nombre de prises en charge, pour désinciter les établissements à prendre en charge les patients d'une façon ou d'une autre, et notamment à les garder et à les hospitaliser. Et ce qui avait, je vais prendre un cas très concret pour vous le montrer, ce qui avait abouti à une controverse notamment portée par l'association Vaincre la mucoviscidose et la Société française de la mucoviscidose, qui avait dû réaliser elle-même sa propre étude de coût pour voir exactement combien coûtait une prise en charge d'un patient concerné par la mucoviscidose. Et ils étaient arrivés à des écarts extrêmement marquants de plusieurs centaines d'euros. Alors, multiplié par le nombre de patients pris en charge, c'est évidemment colossal pour un établissement, entre le coût de prise en charge et le tarif que payait l'assurance maladie à l'hôpital. Et donc, ils ont fait leur propre calcul. Ils ont élaboré une contre-expertise comptable pour définir le coût de prise en charge de ces patients. Et ils sont arrivés à une conclusion qui est une conclusion qui vaut pour tout un tas d'autres activités de soins à l'hôpital, qui était que ce qui était sous-valorisé dans la tarification à l'activité, et c'est là où on glisse une question presque technique et comptable à une question extrêmement politique et médicale et de santé forte, qui était sous-valorisé, voire quasiment absent des décomptes de l'ATIH, puisque c'est l'Agence technique pour l'information hospitalière qui réalisait ces calculs-là, c'est le temps de travail hors présence du patient. Or, sur des pathologies de ce type-là, et c'est ce qu'expliquaient tous les professionnels de la mucoviscidose, le temps de coordination, notamment pour les enfants touchés par la mucoviscidose, est quelque chose de très important. Et dès le moment où on ne compte pas ce temps hors présence du patient, évidemment que la prise en charge d'un patient touché par la mucoviscidose devient quelque chose de très coûteux. Et de façon plus générale, il a été montré assez clairement par beaucoup d'économistes que la tarification à l'activité dévalorisait, voire ne prenait pas en compte tout ce qui relevait de l'éducation thérapeutique. Alors, il y a eu tout un tas de financements complémentaires qui ont été mis en place pour pallier ce manque de financement dans le cadre de la tarification, mais grosso modo, on s'est retrouvé avec un système qui privilégiait ça se vérifiait les actes extrêmement routinisés, extrêmement techniques et avec des patients peu complexes. Et là, on se retrouve sur la question de tout à l'heure, c'est qui définit ce qui vaut le coup d'être pris en charge et ce qui ne vaut pas le coup d'être pris en charge. Ce ne sont pas, là encore une fois, des usagers, des usagères, des professionnels de santé. Ce sont des organisations bureaucratiques qui travaillent encore une fois du mieux qu'elles le peuvent, mais selon des modalités d'organisation et des orientations qui sont définies par le ministère de la Santé. Et donc, l'Agence technique pour l'information hospitalière, l'assurance maladie, définissent d'une certaine façon la façon dont on prend en charge les personnes et la façon dont on conduit le soin, alors que on retrouve ce genre de biais. Donc, on a vraiment un parallèle qui est tout à fait pertinent à mes yeux.